Bonjour à tous, et oui, on se retrouve dans une nouvelle émission des Thierry, presque 3 ans après, incroyable. Et un nouveau concept aujourd'hui, on se retrouve dans les yeux d'eux, et aujourd'hui un invité spécial pour cette première édition, Valentin Vachereau. Comment ça va Valentin? Ça va très bien, merci tu, beaucoup pour l'invitation, tu es en forme? pleine forme. Bon, alors la saison est terminée, on va revenir un petit peu sur évidemment cette saison 2025, cette fin de saison tonitruante, tout le monde en a parlé, mais on va surtout revenir sur ton parcours, ton adolescence en principauté, ton départ pour les États-Unis, le circuit professionnel, les difficultés, les blessures. Enfin, on va faire un peu un melting pot de toute ta carrière, de tes 27 années maintenant. Mhm, Hein. Donc, on absolument. va, on va revenir un peu là-dessus. Et pour commencer, justement, comme on disait, tu as grandi à Monaco dans un environnement qui est sain, qui est privilégié, qui est avantageux. Comment le tennis est rentré dans ta vie? Ah, le tennis, quand on me connaît, quand on connaît la famille, on a l'impression que le tennis c'est un peu obligatoire, mais non, bah, entre ma maman qui était très présente à la Ligue de Côte d'Azur, puis mon frère qui jouait, même mon père qui joue au tennis à plus bas niveau, mais qui joue aussi. C'est vrai que je suis un peu né dans une famille de tennis. Et ouais, mais ce qui est beau, c'est qu'on m'a jamais poussé. C'est moi qui ai toujours aimé ça. Et même, j'ai de plus en plus même aimé ça. Plus j'ai grandi, plus j'ai aimé. Et jusqu'à, on va dire, allez, à 9 10 ans, vraiment commencer au Monte Carlo Country Club. Avec énormément avec Bernard Balleret, aussi avec ma mère, mais à m'entraîner quasi tous les jours. Évidemment, à 9 10 ans, c'est un peu plus fun et sans se poser trop de questions, mais jusqu'à voilà, toutes ces années qui ont continué. Et, au Monte Carlo Country Club, tous les soirs, tous les jours, s'entraîner. Ouais. Et est-ce qu'il y a un moment, un tournoi, un entraînement, un jour dont tu te souviens, où tu t'es dit, je veux en faire mon métier, parce qu'on le sait que c'est un sport très difficile pour vraiment réussir. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le cas. Mais est-ce qu'il y a ce moment dont tu te souviens? Ça a toujours été, on va dire, à partir du moment où je jouais au tennis, ça a toujours été sûr dans ma tête que je voulais être joueur de tennis. Mais bon, comme un autre enfant veut être pompier ou policier, moi c'était joueur de tennis. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où je me suis dit oui, je vais le faire, je sais pas. Mais il y a un moment où, on va dire graduellement, ça a été ok, si je veux le faire, je dois faire de plus en plus de choses pour essayer de réussir. Mais voilà, ça a tourné ok, ça vers mes 15 16 ans. C'est là où j'ai un peu senti que je pouvais peut-être commencer à vraiment faire quelque chose dans le tennis, ou c'est là où j'ai vraiment commencé à bien mieux jouer au niveau national, même au niveau international, le circuit junior où j'ai commencé un petit peu à me montrer. Et on va dire, si j'ai eu une explosion dans ma tête où j'étais sûr que j'allais être fort, c'est facile, mais être fort à quel classement? Être 500e mondial, c'est déjà très très bien. Mais voilà, c'est vraiment, on en parlera après, mais ce switch un peu aux États-Unis qui m'a fait vraiment passer de l'autre côté. Ouais. Justement, tu parlais de classement, c'est assez intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui jouent au tennis. Est-ce que tu te souviens année par année de ton classement en étant jeune? Alors, je peux le faire, mais du coup, de l'autre côté. Ouais, Je peux vas-y. pas, je sais pas quelle année j'étais Bien à sûr. quel classement, mais ce que je sais, c'est que donc à l'époque, tu changeais de classement, c'était vraiment le moment en septembre Oui, où tu une changeais fois par an. et tu changeais une fois par an. Tu Mm. pouvais changer peut-être une fois, tu avais des intermédiaires, c'est ça? Ouais, 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 t'avais pour un moi c'était une fois intermédiaire par an, mais peut-être au après. milieu, mais t'avais un Oui, tu as un intermédiaire au intermédiaire. milieu, en Ouais. mai, un truc comme ça. Mm. Mais quand je pars aux États-Unis, donc c'est-à-dire je pars aux États-Unis en janvier 2017, donc le classement d'avant c'était septembre 2016, là je monte à -15. Ok. Je monte à -15. Septembre 2015, j'étais à -2. Septembre 2014 à 0. Euh, septembre. J'étais en 2014 là. 2014, ouais, Septembre 0. 2013 à 2,6. Ouais. 2012, septembre 5,6. C'est là, il y a eu, Oui, entre 2012 et oui, oui. 2014, il y a eu un 5-6-0. Ouais, ouais. C'est là où, C'est là que tu vraiment le t'es dit. 5-6-0, c'est là où je me dis, ok, c'est là où je me disais, je commence à bien jouer. Donc attends, 5-6. Avant, c'était. Bon, j'avais fait 15-1, 5-6. Ouais. Et j'étais resté 2 ans à 15-1. C'est Ah le ouais? moment qui a été Ok. 2 ans où. Quand t'avais quel âge du coup? Et là, je devais. Ouais,
Ouais, je devais peut-être avoir 12-13 ans, un peu moment milieu du collège. J'ai envie de dire milieu du collège où je me rappelle, il y a une année, j'ai dû faire 20 matchs. Ok, ouais. Vraiment une année où Pour j'ai des fait. blessures ou pour Non, l'école? j'ai pas que j'aimais pas que Ouais. le tennis, j'aimais plus ça. J'aimais toujours autant ça, machin. Mais ouais, il y a un moment où je suis rentré au collège où c'est sûr que oui, il y avait l'école qui devenait un petit peu Ouais. plus. On en reparlera aussi, mais moi, l'école, j'ai fait de A à Z, j'ai fait cursus normal à Monaco, collège Charles III, lycée Albert Ier, sans vraiment d'horaire aménagé. Mais ouais, il y avait eu l'école et j'étais allé toucher un peu à d'autres sports, en fait. Et qui, en fait, après, m'avait fait énormément de bien pour le tennis les années d'après, en fait. D'être un peu allé faire d'autres choses. Et du coup, qui m'avait aidé un peu physiquement, des choses comme ça. Mais c'est pas non plus une année où j'ai pas fait ça parce que j'avais plus envie de jouer. C'était un peu naturel de un petit peu sortir de 100% tennis une année pour après me remettre à être à fond encore dedans. Donc ouais. Mais c'est ça qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as un parcours atypique quand même. Alors Mm. qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui, ben, avec ton cousin, on en a suffisamment parlé, mais d'autres aussi qui partent aux États-Unis tardivement. Quand on voit des exemples autres comme des Richard Gasquet ou autres qui ont été à 15 ans professionnels, qui devaient, je sais pas, être moins 15 à 12 ans ou à 13 ans. Enfin, c'était des carrières complètement ubuesques. Et je trouve qu'aujourd'hui, on revient un peu dans ton sens. Il y a pas mal de professionnels qui explosent sur le tard et qui Mm. ont une carrière en deuxième partie de entre guillemets carrière. Ça, c'est un truc dont j'ai toujours défendu au tennis, c'est que pour ça, je trouve que c'est un sport superbe. Vu que c'est un sport individuel, on sait pas, il y a toujours un moment où ça peut exploser. Évidemment, les gens, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent Sinner Alcaraz qui explose à 18 ans, mais en fait, moi, j'ai envie de leur dire, c'est même pas ça qu'il faut regarder parce que ça, c'est Tony Truant ce qu'ils font. Oui, non, mais Évidemment que voilà, la moyenne des joueurs qui explosent n'est pas à 28 ans non plus. Elle est plus basse. Elle est à, voilà, entre 20 et 22 ans. C'est là où les mecs commencent vraiment à exploser. Mais il y a de plus en plus, je pense que la moyenne monte de plus en plus avec déjà tous ces joueurs qui, si au niveau junior, ne pensent pas, on va dire, exploser et se retrouver même à 18-19 ans dans les 200-300, réfléchissent beaucoup avec ce nouveau cursus universitaire qui explose depuis maintenant 8-10 ans aux États-Unis. Et encore plus maintenant, quand ils voient tous ces joueurs, je crois qu'on est au record où on est à 15 joueurs sortis du circuit universitaire dans le top 100 maintenant. Ça donne envie aussi à ces jeunes joueurs, quand tu as 17 ans, de se lancer sur le circuit si tu n'as pas trop d'argent. Ça donne un peu d'idées. Et aussi que le tennis, je pense que c'est de plus en plus un sport à maturité, où il faut être tellement fort dans la tête. Et des fois, à 22 ans, tu n'es pas très fort dans la tête. ouais. Mais par contre, tu l'es bien plus à 27, 28 ans. Et même des mecs maintenant qui craquent le top 100 à 30 ans. On avait vu à l'époque Estrella Burgos à 33 ans, 35 ans, gagner ses 2 premiers titres en 250. Alors là, on est dans l'autre extrême, Ouais, c'est vrai. de l'autre côté. Mais voilà, c'est des choses comme ça. Et moi, c'est la chose dont j'ai toujours défendu, dont j'étais toujours sûr. Je disais, je suis assez sûr de moi-même que ça pètera un moment. Mais je disais, si c'est même pas à 26 ans, ce sera peut-être à 28 ans, ce sera peut-être à 30 ans. Moi, le tennis, j'adore ça. J'aurais continué, même si j'étais 200e mondial. Mais voilà, maintenant, ça a explosé maintenant. Est-ce que je pensais pas non plus que ça exploserait de cette manière-là, à ce point-là. Si déjà j'avais fini l'année 95e mondial, j'aurais signé et je serais sauté au plafond. Mais moi, je l'ai fait de cette manière-là. Et ouais. Justement, on en parlait de ce parcours aux États-Unis. Tu fais le choix du coup de partir aux États-Unis. Bon, évidemment, il y en a plus qui le font, mais c'était quand même un pari, c'était quand même risqué. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce départ et à prendre ce choix? Ouais. Oui, comme je disais, à partir de 15-16 ans, j'ai commencé à bien jouer, même à faire une ou deux apparitions sur deux très bons tournois juniors. T'avais que c'est... joué Tsitsipas, non? Ouais, j'avais déjà fait un En très bon junior, tournoi avant. ici à Cap d'Aille, qui est quand même une mini référence. J'ai perdu en demi-finale ou quart de finale, c'était déjà pas mal. J'avais fait qualifié deuxième tour à Roland Garros aussi, où j'ai perdu d'ailleurs contre Tsitsipas, qui était numéro 1 junior à l'époque. Mais ouais, il y avait quand même une petite différence par rapport aux meilleurs mecs. Oui, mais Euh, comme on parlait tout à l'heure, là c'est des joueurs qui ont explosé jeunes. On peut parler de Runeux, on peut Mhm. parler de Tsitsipas, et puis au final, là, c'est quand même des joueurs qui ont alors, des blessures pour quasiment tous, mais qui ont un creux quand même à un moment dans leur carrière. Donc c'est pas si simple de rester quand tu démarres jeune. C'est pas si simple. Après, quand on prend Runeux, c'est quoi? C'est sa 4e mondial à 19 ans. Et Ouais. Tsitsipas, Et Bercy. après Bercy, et Tsitsipas à Tsitsipas, 19 ans, c'est c'était aussi une monstrueux. finale de Roland 2-7-0.
Ouais, voilà, c'était à quel âge ça? 20 ans peut-être? En 2021, donc. Oui, il a mon âge, donc 2021, on fait moins 4, 23, 22 ans, donc voilà. ouais, voilà. Mais après, les creux, ça, Ça arrive à tous les j'ai l'impression sportifs. que c'est... Maintenant, avec le recul, on en parlera aussi un peu avec les blessures, tout ça, mais en fait, j'ai l'impression que c'est les moments durs qui te forgent encore plus. C'est pas les bons moments en fait qui te forgent. Alors évidemment, il en faut le moins possible, mais voilà. Donc peut-être que eux, on verra dans 2 3 ans, mais s'il faut, ils exploseront encore plus dans 2 ans. Mais ça, on verra. Donc oui, il y a eu ce départ aux États-Unis, même si je commençais à bien jouer parce que je parlais de cette maturité au fond de moi-même, je l'ai voilà, même si j'avais 18 ans, je l'ai bien compris que j'étais pas assez mature pour jouer sur le circuit professionnel. J'avais eu le bac en mai et j'avais décidé aussi par contre de partir aux États-Unis en janvier pour me donner quand même 6 mois de jouer un petit peu le circuit. C'était le circuit futur, on va dire la troisième division professionnelle avec mes parents et tout. Ils avaient trouvé ça que c'était une très bonne idée pour voir un petit peu ce que j'aimais ça, de voyager, de jouer, on va dire au plus bas même. Au plus bas parce que quand j'allais sortir des États-Unis, je savais qu'il fallait que je passe par là de tout en bas mais j'avais adoré ça parce que moi mon rêve depuis tout petit, je jouais sur le circuit professionnel et quand je voyais mon frère Benjamin Benjamin Balleret qui était toujours entre 200e et on va dire 400e pendant 15 ans qui joue entre les circuits futurs, Challenger. Même moi, je regardais ça, moi je voulais faire ça, même sans me poser d'idée, sans me poser de questions. Alors quand j'étais dans ça, je voulais plus, je voulais monter, mais voilà. Et j'avais réussi en 5 mois de monter, de presque donc classé à 700, 800e, donc c'était déjà pas mal. J'avais à peine 18 ans et ouais après donc je suis parti aux États-Unis, ce qui m'a vraiment poussé. Oui, donc il y a cette histoire de maturité. Mon frère Benjamin déjà à l'époque m'essayait de me driver beaucoup sur mes choix, mes parents. Mais bon, je vais rebondir sur Arthur qui était déjà là-bas depuis 2 ans et qui m'a dit non mais moi j'avais pas envie de partir. Je suis arrivé là-bas pendant 6 mois, ça a été dur parce que bah voilà la différence par rapport à moi, lui il avait pas quelqu'un sur qui s'appuyer arrivé là-bas. Mais que par contre, ça faisait 1 an et demi qu'il kiffait, qu'il trouvait qu'il avait progressé, mais d'une manière folle. Et il m'a dit, mais si moi ça m'est allé, je pense que pour toi ça va être de même. Et encore plus, il m'avait dit, je suis là-bas, il va rien t'arriver, il va rien t'arriver, je vais te driver de A à Z. Donc là, je lui ai fait amen de ce côté-là parce qu'il m'a aidé d'une manière folle. Et voilà, on a fait 2 ans ensemble. Et ensuite, j'ai fait 3 ans. Avec le Covid, j'ai fait une année supplémentaire. J'ai fait 3 ans sans lui et 5 années folles de ma vie. Ouais. L'adaptation, elle s'est faite du coup rapidement grâce à Arthur. Il y a eu quand même des anecdotes, des côtés négatifs, des choses que tu ressens. Ah, franchement, il n'y a jamais un moment où j'ai regretté mon choix. Vraiment, du premier jour, il n'y a jamais un moment où j'ai regretté mon choix parce que je pense aussi, ça m'a fait que tu parlais un petit peu de ce privilège d'être ici à Monaco. J'avais quand même comme je t'avais dit, j'ai choisi de faire le collège et lycée, de rester normal pour quand même avoir cette vie à côté du tennis. Mais par contre, je dis pas que je m'étais mis quand même une balle dans le pied à faire ça, mais pendant 5 ans, c'était réveil à 6h30 du mat et je rentrais chez moi à 20h30 le soir, du lundi au vendredi. Il y avait cette discipline peut-être qui était plus extrême. Par contre, j'avais déjà cette discipline je m'étais dit, je faisais ça et je l'ai fait à fond. Bah voilà, c'était école je commençais entre 8h et 10h et je finissais entre 4h et 6h et quoi qu'il arrive, si je finissais à 4h, j'étais à 5h au club jusqu'à 20h. Si je finissais à 18h, bah c'était juste 19h jusqu'à 20h. Et par contre, si j'avais un break de 3 heures au milieu, bah c'était je m'entraînais 1 heure et demie au milieu. Entre l'école et je m'étais déjà inculqué ça, cette discipline, et je pense que bah mes parents ou quoi mes personnes très proches étaient tellement heureuses que je fasse ça et que j'ai déjà cette discipline si jeune sans rien demander et que personne me pousse. Oui, c'est venu de toi-même. C'est venu de moi-même. On va dire, à ce moment-là, si je me rappelle, j'avais complètement débranché le cerveau. Je me levais à 6h, je me rentrais chez moi à 20h30. Tu as coupé tout autour et tu t'es dit, mon objectif, il est là. Mais voilà, et oui, le week-end, évidemment, je passais du temps, c'était le moment où le week-end, ouais, je passais du temps, et pendant, 2 jours, par contre, je jouais pas au tennis le samedi et le dimanche, je passais un peu de temps avec les amis, tout ça. Mais ouais, je réfléchissais pas, j'allais tout droit, je faisais ça comme ça, je m'amusais énormément avec mes amis à l'école, ce qui faisait aussi passer le temps,
ça soit aussi plus simple de le faire dans ce sens-là, d'aller à l'école de 8h à 17h et de m'entraîner le soir, tout ça, machin. Je pense que aujourd'hui, mes parents aussi m'en reparlent et même mon frère qui me disait, mais putain, en fait, c'était inné en toi de te battre comme ça, de faire un peu à la manière dure, quoi. Ouais. Et c'est vrai que moi je me rendais pas compte à l'époque, mais en fait quand j'y repense, je pense que si je refais un truc comme ça de nos jours, au bout de 5 jours j'explose. J'explose au bout de 5 jours. Mais ouais, donc c'était comme ça. Et puis après voilà, aux États-Unis avec cette on va dire, on connaît tous un peu cette mentalité américaine, un peu extrême des fois, mais ce côté très positif et on y va à 100% tous les jours, qui m'a envoyé pendant 5 ans. Et on va dire voilà, un peu aussi ce côté quand je suis arrivé aux États-Unis, de un peu débrancher le cerveau, essayer de pas trop réfléchir. Je me retrouve au fin fond du Texas, tout ça machin. Moi c'est un peu plus le côté un peu affectif, où j'arrive avec Arthur. Je suis avec Arthur qui était mon cousin. On se retrouvait pour les vacances, que j'adorais, que j'admirais autant que mon frère parce qu'il était toujours meilleur que moi au tennis. Et je regardais Tu l'as faire. bien rendu. J'étais obligé. Je le regardais faire, je faisais pareil, et jusqu'à ce qu'au final, au bout de quelques semaines, je sois implanté comme si j'avais déjà été là depuis des années, et que j'ai commencé un peu à mentir. Voilà. Et une question justement pendant ta période aux États-Unis, parce qu'on a vu que des joueurs comme Shelton ont réussi à atteindre, je crois qu'il est rentré, c'était dans le top 100, je crois qu'il est rentré sans sortir des États-Unis. Juste après, 6 mois après. Voilà. Est-ce que toi, quand tu étais là-bas, tu faisais des tournois aussi que aux États-Unis? En arrivant là-bas, parce que voilà, j'avais dit, je disais souvent, ouais, j'adore quand même le circuit professionnel, même là-bas, j'aimerais bien jouer quand même des futurs et tout ça, machin. Mais en fait, en arrivant là-bas, je me suis tellement attaché au circuit universitaire, un peu ce côté, en fait, tennis en équipe et de jouer pour une équipe, ce truc d'équipe et surtout, moi-même, jouer pour une équipe. Et en fait, il y avait tout ce classement, même en simple, en double. Et en fait, il y avait comme si c'était le circuit ATP, mais universitaire, avec le classement d'équipe, le classement en simple, le classement en double. Et je me suis tellement fait que, en fait, j'étais même presque obnubilé par ça, comme si c'était le classement ATP, et je voulais monter en fait au classement universitaire, parce que en fait, à chaque fois, je voyais ces mecs qui sortaient et qui commençaient à bien jouer, et qui disaient lui il est monté 5e universitaire, lui il était 3e, lui il était premier pendant 3 ans, il était injouable. Les choses, j'entendais un peu ces trucs-là. En fait, je voulais vraiment savoir à fond quand j'allais finir, combien j'ai été. C'est vraiment ce côté compétition. En fait. Ce côté vraiment compétition là-bas qui me plaisait. Alors oui, les moments où c'était un peu plus creux, où il y avait peut-être un mois entre 2 tournois universitaires pendant la période automne, où c'était vraiment la période individuelle universitaire, comme je disais, parce qu'on pouvait aussi vraiment juste se concentrer sur nous. Et un peu comme, j'ai envie de dire, un peu comme, on va dire au foot, on jouait pour une équipe, quoi. Ouais. Et où là peut-être je faisais un futur ou deux pour faire vraiment des matchs, un côté vraiment officiel, mais à aucun moment j'ai regardé mon classement ATP pendant ces moments-là. Et un peu le truc aussi, la deuxième balle dans le pied que je me suis mis, c'est que par contre du coup quand j'ai commencé le circuit, j'avais 1 point, quoi. Donc j'ai commencé de tout en bas. Puis tu en parlais aussi tout à l'heure, mais on n'en a pas encore parlé, on va en parler rapidement, mais c'est la complexité des voyages sans arrêt quand tu commences vraiment le circuit. Parce que tu restes encore un jeune sur le circuit au final. C'est là aussi où on en revient, où de nos jours, 26 ans en fait, 27 ans, c'est vraiment 3 saisons. J'ai 4 saisons pleines. Voilà, c'est la 4e saison. Donc, est-ce que justement le rythme des voyages, des décalages horaires, des hôtels, des machins comme ça, est-ce que c'est aussi quelque chose qui te plaît? Le rythme des hôtels, moi, me dérange pas tant que ça. Et à vrai dire, en fait, jusqu'à maintenant, j'avais le choix de où est-ce que je voulais jouer. Avec le circuit futur et le circuit futur qui a entre 10 et 15 tournois par semaine dans le monde entier. Le circuit des challengers qui en a entre 3 et 6. Dans tous les continents, parce que il faut qu'il y ait des tournois dans tous les continents pour faciliter, on va dire, tous les joueurs, et que tous les joueurs n'aient pas à faire 15 heures d'avion pour... Et il y avait cette année, par exemple, j'ai fait Alors, depuis 2 ans, depuis que je suis rentré dans les 200 et que j'ai accédé à ces qualifs de Grand Chelem, on va dire que oui, il y a un petit peu des voyages obligatoires l'année dernière en Australie, à l'US Open, tout ça.
Mais juste avant ça, pendant les 2 premières années, en fait, si j'allais loin, c'était mon choix. Ouais. D'aller, bon, allez, j'ai envie d'aller faire ces 4 challengers aux États-Unis pour voir quelque chose d'autre. Donc là, c'était mon choix. J'avais fait une tournée de 4 challengers en Amérique du Sud que je referai plus jamais de ma vie. Pourquoi? C'est les Sud-Américains sur Terre en Amérique du Sud sont beaucoup trop forts. Ils sont beaucoup trop forts. On l'a vu, même Zverev, ça s'est mal passé. Ils sont beaucoup trop forts. C'est pas la même terre qu'ici. C'est d'une lenteur extrême. Ils sont beaucoup trop forts. Par contre, ambiances un peu chaudes aussi. Ambiance dans le public. Ouais, en challenger. Sud-américain. Faut vraiment que tu joues en Argentin, en Argentine. Mais par contre, j'en avais fait 2 sur dur en Amérique du Sud. Ça s'était mieux passé. C'est un petit peu plus dur. C'est un petit peu plus dur pour eux. Mais non, voilà. Donc, c'est vraiment des choix. Et jusqu'à maintenant où, là, maintenant, je peux te dire presque ma programmation jusqu'à novembre prochain. Oui. Et là, par contre, ça va être un petit peu plus janvier, février, mars. Ça va être. C'est bien. Moi, je vais pas me plaindre. Par contre, voilà, au niveau décalage horaire, en fin mars, on en reparlera. Tu vas prendre un peu de soleil au mois de janvier, c'est pas mal. Je vais prendre du soleil en janvier, février et mars, par contre. Oui. Et je vais revenir ici quand il fera soleil, en avril. Donc, avant de passer à ton explosion, Shanghai, Paris, on va en parler rapidement tout à l'heure. Quelques questions rapides. Tu dois répondre par l'un ou par l'autre. Nadal ou Alcaraz? Nadal. Night session ou day session? J'ai une autre. Ça dépend où. Ça dépend où. Je peux dire une. Monte Carlo, day session. Oui. Allez, US Open, night session. Ok. Vodka ou champagne? Champagne. Montagne ou mer? C'est trop dur, mais allez, vraiment un pourcentage minime, montagne. Service ou retour? Service. Tie break ou 5e set? J'ai envie de dire 5e set parce que j'ai tellement envie d'y goûter un 5e set. Physique ou mental? Les deux. Andrea ou Léo? Andrea ou Léo? Oui. Oh là là. vous êtes des horreurs. Ah non. Léo. Joker? Non, Léo, je le connais depuis que j'ai 8 ans. Porsche ou Ferrari? Ferrari. Shanghai ou Paris? Ouais, quand même, Shanghai. ChatGPT ou Google? ChatGPT, c'est monstrueux. Maurice ou Maldives? Maurice, pour le moment. Je te dirai peut-être l'année prochaine. Et enfin, Djokovic ou Djokovic? Federer. Merci Val. On va maintenant passer pour conclure sur ton parcours. Donc du coup à Shanghai, on le sait, t'as fait c'est extraordinaire. J'ai même pas les mots pour raconter un peu ce qui s'est passé. On rappelle, t'as gagné le Master 1000 de Shanghai après un parcours énorme, 9 victoires, 6 où tu perds le premier set. Tu sors des qualifs, t'es out en qualif quand t'arrives en Chine. C'est aussi un record du plus mauvais classement avant le tournoi qui gagne un Master 1000. Tu es monégasque, donc on va pas parler des performances des Français en Master 1000, mais si tu avais été Français, c'est prodigieux. Aucun Français depuis Tsonga en 2014 n'avait remporté de Master 1000. Pas loin, par contre. Comment? Pas loin. Oui. Non, mais cette année, globalement, on te sent plus fort physiquement. Ça a été monstrueux ce que tu as fait à Shanghai. Comment tu peux expliquer ça? Juste pour un truc, tout le monde le sait de toute façon. Juin 2024 l'année dernière, donc j'étais 110e, porte du top 100. Si je me blesse pas, même si je fais une deuxième partie de saison très 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 moyenne, j'aurais fini l'année 90e. J'avais très peu de points à défendre, parce que j'avais fait la première partie de saison. Je m'étais mis dans la place parfaite pour rentrer dans les 100 et bien me baser dedans. Malheureusement, cette blessure, j'aurais jamais pensé que ça m'aurait pris 6 mois. Mais ça m'a pris 6 mois. Même si je commence l'année je suis 140 pendant 2 semaines parce que j'ai encore un classement. C'est ça aussi ce qui est drôle. Je n'ai pas joué pendant 6 mois et j'ai fait 110e, 140e. Faut le dire que tu es le plus asiatique des monégasques quand même. Parce qu'on le rappelle, t'as gagné. Je me retrouve 110e. Je fais 300, 110 en 5 mois avec 2 titres en Thaïlande, un titre en Inde. Une belle demi au Challenger 175 de Dex, une qualif à Roland,
Voilà, tout ça qui me... Tu perds sur Davidovic. Je perds sur 7 ISO 4ème sur Davidovic et je me retrouve 110e après Roland Garros, le couteau entre les dents et voilà, donc je suis arrêté. Bon, on va éviter de reparler des négatifs, mais du coup, je savais que ça allait être une année quand même, au moins une demi-année transition, peut-être une même année entière transition, parce que je savais que pendant 5 mois, j'avais 450 points à défendre de janvier à mai, en n'ayant pas joué pendant 6 mois aussi. Mais aussi en ayant quand même pu très très bien m'entraîner de fin novembre à tout décembre où la blessure m'a laissé tranquille, donc j'ai pu faire une vraie préparation. Je suis arrivé à 150%, j'avais joué le Challenger de Nouméa juste avant l'Open d'Australie pour commencer, et moi je pensais vraiment que j'allais très bien rejouer directement, et je crois que sur janvier, février, mars, sur peut-être 9 tournois, sur 9 défaites, je perds 7 fois, soit 6-4, soit 7-5, soit 7-6 au troisième set, que ça soit contre un joueur 250e ou un joueur 90e. J'étais, voilà, mentalement après ça, j'avais pas l'impression de craquer à ces moments-là, mais tout se dégoupillait mal pour que je perde ces matchs. Alors que même peut-être j'étais mené 5-2 au troisième set, je revenais tout ça, mais je perdais quand même. Tout se passait ça, mais je sentais que je jouais pas mal, tout ça, mais il manquait un petit truc, et il y a eu avril, mai, où là j'ai commencé vraiment à re-bien jouer. Il y avait eu sur terre battue cette victoire face à Nuno Borges en Coupe Davis, et ça m'avait quand même fait énormément de bien. Pendant toute cette période, c'était sur dur, janvier, février, mars, et je reviens sur terre ici à Monte-Carlo. Même à Bucarest la semaine avant au 250 où je me qualifie et je sens que je commence à mieux rejouer. Et ces fameux 2 matchs face à Struff et Djokovic et Dimitrov où je produis un super tennis et surtout que je prends un plaisir fou. J'ai joué pendant 3 mois, même plus, dans les challengers, et de me retrouver 2 fois sur ce Cours des Princes avec des ambiances folles, ça m'avait fait un bien fou. J'avais rebondi dessus, j'avais bien joué à Aix encore, j'avais fait une finale en challenger juste après ça, et je suis arrivé avec j'avais envie de tellement bien faire à Roland Garros parce que j'arrivais de Roland Garros pour finir tout ça, et je suis super déçu de ma défaite face à Basilashvili qui joue super bien au deuxième tour des qualifs, alors que j'avais battu un très bon mec aussi jusqu'à ça continuer au premier tour des qualifs, mais je sentais quand même que au fond de moi que c'était bizarre, je jouais mieux que l'année d'avant, alors que les résultats étaient meilleurs l'année d'avant. Les résultats étaient 2 fois meilleurs l'année d'avant, et juin était un peu dur, et ce fameux Wimbledon où je pense que je suis passé peut-être à on va dire 1 degré de muscle de la catastrophe complète d'un an d'arrêt, mais au final qui m'a juste fait rater tout le mois de juillet. Et je suis revenu en août, et pareil, je jouais pas mal sur terre, je faisais quart de finale, demi-finale en challenger, mais je comprenais pas pourquoi ça allait pas au bout, allait pas au bout, puis je me dis, allez, le déclic, ça va être de repasser sur dur. C'est les 3 derniers mois sur dur, j'avais même... ce que je pense. J'avais que ça en tête. Au bout d'un moment, même si je refaisais demi-finale sur terre, je me suis dit, je pense que si je veux gagner un tournoi... Mais parce que t'as toujours aimé jouer sur terre. J'ai toujours adoré jouer sur terre, je prends tellement de plaisir à jouer sur terre. J'ai l'impression que c'est tellement le tennis de jouer sur terre battue. Mais au fond de moi, je sais très bien que mon meilleur tennis, il est sur dur, et l'année dernière, on l'avait vu, mes 3 titres sont... c'est certain. Mes 3 titres sont sur dur, mais ma qualification au Grand Chelem est sur terre, tu vois, il y a des choses, mais les meilleurs résultats sont toujours sur dur. Et pareil, ça continue, j'arrive sur dur, je fais super victoire contre des mecs 110 à Manacor, à Cassis, mais encore une fois, quart de finale. Et puis Coupe Davis où on fait un super truc, mais je sais pas pourquoi je sentais que ça... Je sentais que ça allait venir. Je sentais que ça allait venir, et je m'étais juste dit, avant la fin de l'année, je veux juste un titre. Je m'en fous de quel classement je finis, si je finis juste 150e, je veux juste un titre, que ça soit un Challenger 75, je m'en fous. Je prends. Et par contre, l'année d'après, là, c'est les bouchées doubles. Et je parlais beaucoup à mon frère de la programmation, et je voulais aussi ressentir un peu ce plaisir que j'ai eu à Monte-Carlo de me retrouver dans le grand bain. Et maintenant, grâce à un peu le changement des tournois, les Masters 1000, à part Monte-Carlo et Bercy qui sont toujours sur une semaine, c'est Masters 1000 sur 2 jours avec les énormes qualifs de 64.
fait que ça descend un peu plus. Alors, Indian Wells, Miami qui sont en pleine saison, Rome, Madrid vont descendre à 140, ce qui est quand même pas facile de rentrer, vont descendre à 140. Shanghai, je savais que c'était toujours celui qui descendait plus bas. Des années, même l'année dernière, c'était ensuite 250, 300. J'avais Shanghai en tête. Je vais aller me faire plaisir à Shanghai et derrière aller me faire plein de challengers en Asie sur dur. Mais je veux rejoindre un grand tournoi avant la fin de l'année. Vraiment pour le plaisir mental de me retrouver sur un grand tournoi. Et là, je vois la liste qui sort et je suis 22 dehors des qualifs. Je me dis non mais c'est pas possible. je fais pas cette année, juste l'année où à ce moment-là, je suis bien remonté. Je suis remonté déjà à 204 alors que j'étais 260. Et surtout, hein, on n'a pas encore parlé, mais c'est aussi un investissement. C'est-à-dire que dans ta saison, ça coûte de l'argent de partir en Chine. Ouais, je paye 2 billets. Moi, mon coach, c'est parti. Sa team, c'est parti. 2000 euros l'aller-retour. Aujourd'hui, ta saison, justement, combien elle te coûte ta saison? C'est une question. Je crois que après, plus tu montes, plus c'est cher. Bon, plus les prize money sont pas du tout les mêmes, évidemment. Les déplacements, plus tu montes, plus tu les fais dans des meilleures conditions. Voilà, business, ça, je vous fais pas un dessin. Mais on va dire, je crois que cette année, en ayant été blessé, donc un mois et demi au total, donc pas trop, je pense que je suis à 90 000, presque à 100 000 euros. Qu'elle me coûte. Or, 100 000 euros hors payer les coachs. Ah oui, d'accord, oui. Donc, 100 000 euros hors en déplacement, hôtel, déplacement, hôtel, tout ça. Bon, après, et nourriture, enfin voilà, tout ce qui est coût de déplacement. Entre 80 et 100 000 euros. Donc voilà. Tiens, tu étais encore loin de Arthur Cazot, je sais pas si tu as vu. Cazot a dit que sa saison 2025, elle lui avait coûté 400 000 $. Bah, si tu rajoutes les coachs, tu rajoutes les coachs et lui qui a été quasi top 100 toute cette année, ça me surprend pas, quoi. Ça me surprend pas tant que ça. Je pense qu'on parlera l'année prochaine à combien je suis. Mais c'est vrai que c'est une chose importante parce que on est son entrepreneur indirectement. C'est ça. T'as une entreprise, c'est toi qui choisis le nombre d'employés, coach tennis, coach physique, physio. Et t'es une entreprise qui doit voyager tout le temps et qui doit voyager avec tes employés et là, évidemment, plus tu montes, plus t'as de rémunération. C'est comme tout, hein. C'est comme tout, c'est comme ça. Mais voilà, donc comme je disais, Shanghai, c'est un coût. Mais je voulais aller me faire plaisir à Shanghai et voilà, on va dire que voilà, le tournoi a commencé. Mais j'étais quasi sûr. Quand je pars là-bas, que je vois que je suis déjà 9-10 dehors. Je sais que ça va le faire, je vais rentrer, c'est la fin d'année. Quand les mecs ont des petits pépins, ils prennent pas de risques. C'est un peu plus dangereux en fin d'année de prendre des risques. Shanghai, c'est un peu plus loin. Les joueurs ont envie de rentrer chez eux si jamais ils ont des pépins. Donc voilà, et je crois que je suis rentré 36 heures avant le début du tournoi. Je suis rentré dans le tournoi. Donc le tournoi a commencé 36 heures avant le début du tournoi. Ça a été fantastique. Et moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est que tu remportes ce titre, on en a parlé. Mais derrière, tu vas à Paris, tu vas à la wildcard à Paris. Et surtout, tu vas pas pour faire de la figuration. C'est-à-dire que tu découpes les HK au premier tour et tu bats Arthur une seconde fois. Tu bats Nori qui avait battu Alcaraz la veille. Donc, tu fais un vrai parcours. Après, physiquement, je pense que tu pourras le dire mieux que moi, mais je pense que physiquement, à la fin, tu commençais à être touché. Mais ce retour à Paris, enfin Nanterre maintenant, ça a été prodigieux aussi. Il y a déjà eu Bâle entre les deux. Entre les deux, où j'ai pu avoir la wildcard et je vais rentrer dans l'avion quand le tableau sort. Je suis d'ailleurs avec Léo Zampieri et je vois direct ligne numéro 1, Fritz Vachereau, et j'étais trop content. Je voulais, si je me suis donné la chance d'arriver dans ces tournois, on était sûr que tu allais le découper, nous. Si j'arrive à la chance d'arriver dans ces tournois, pour moi, c'est pour continuer à jouer ces mecs-là. Alors oui, évidemment, mon coach me dit, j'aurais préféré que tu joues la wildcard suisse ou quoi. Mais je dis, mais pourquoi? Je suis trop content d'aller jouer à Bâle, c'est-à-dire que je vais rejouer sur le central, les conditions que t'apprécies, conditions de jeu que t'apprécies. Plus rapide. Hein. L'autre chose à dire, c'est j'ai fait 2 tournois en indoor dans ma vie. Dans ma vie, je ne connais pas trop l'indoor et on sait que l'indoor est très spécial à l'ATP. C'est ces surfaces qui posent, qui font un bruit très sourd, c'est du parquet.
Mais à balle, ça va extrêmement vite. Ça va très vite, Bon, peut-être pas extrêmement vite, mais ça va vite à balle. Et on y allait très tôt aussi parce que, ouais, avec toutes les sollicitations ici, j'étais quand même très content de repartir vite en tournoi. Bon, voilà, donc je fais déjà ce super match face à Fritz où je passe à 2 points du match qui m'a fait du bien parce que je me dis, bon, bah, au moins, c'est bon, je suis toujours dans le rythme. Et j'arrive à Paris et pour la petite anecdote, à Paris, à l'entraînement, j'arrivais pas à jouer. J'arrivais pas à jouer, ça va aller à Ouais, 2 ça à avance l'heure. pas. Ouais. Ça avançait pas sur cette surface. Et j'envoyais, je tapais fort, c'est impossible de faire un coup gagnant. Je me suis dit, bon, bah écoute, on verra. Mais après, voilà, un autre truc, ce côté mental où je me connais, je rentre un peu dans une autre bulle quand j'arrive en match. Donc je me posais, c'est même pas trop de prendre la tête quand même. Prendre plaisir d'être ici sur Ouais, un mais tournoi à Paris. c'est là où c'est fort. C'est là où c'est fort. C'est là où c'est fort, j'ai toujours ce truc et de me dire que ouais, des fois je dis aux gens, mais en match, il y a rien à l'entraînement que j'arrive à retrouver des trucs de choses que je peux ressentir en match. J'ai l'impression qu'en fait en match, à l'entraînement, tu travailles. En fait, moi j'ai l'impression dans l'entraînement, je travaille pour ce moment où en match, j'ai ce laisser-aller complet. Ouais. Où en fait je réfléchis à rien et tout se fait naturellement et j'ai l'impression que tout le travail en fait est sur ce moment-là. C'est pas pour le moment en fait où je vais être surtendu, c'est le moment où je suis surtendu en match et que j'essaye de faire tout parfaitement, c'est là en fait où ça va être catastrophique et je me dis mais attends mais j'ai fait tous ces heures d'entraînement, j'arrive même pas à mettre un revers croisé correctement dans une bonne zone et alors qu'en fait c'est ce moment où je réfléchis le moins sur le cours où j'ai là tout qui se met et je me dis ah bah ouais ok, cet exo en fait il a marché Ouais. pour là, ce truc il a marché Et pour nous, là. en tant que spectateurs et public et soutien, on a trouvé que bah, tu avais bossé comme un fou, en revers surtout. Ce revers long de ligne, je pense que tu as un peu embêté Rune, Grixpoor, Joko avec ce coup. C'était impressionnant. Est-ce que c'est un coup que tu as vraiment travaillé ou... Bah, en sortant des États-Unis, à vrai dire, il y avait un gouffre entre mon coup droit et mon revers. Mon coup droit était, on va dire, 2 fois meilleur. Revers, je me faisais juste de mettre la balle dans le cours. Ouais. J'arrivais pas à créer avec mon revers. À la Berrettini. Alors ouais, mais sauf que lui, il a un slice Ouais, c'est vrai. monstrueux C'est vrai. comparé à moi, Mm. qui n'a pas du tout ce slice, qui est encore un coup à développer si j'ai si je le sens, si j'ai envie. Mais ouais, et voilà, c'est bah, le travail de l'ombre qui en fait a fait que jusqu'à il y a, on va dire presque il y a un an et demi, ce revers en fait est devenu bah, presque mon meilleur coup, mon coup le plus, peut-être pas mon meilleur coup parce que je peux faire extrêmement mal en coup droit, mais on va dire le coup, je l'appelle un petit peu Mr. Reliable en anglais. Le coup, je sais que je pense que peut-être aller 2 matchs sur 60 dans l'année, il va me lâcher, mais que sur 2 matchs quoi. Ah ouais. Mais c'est le coup qui va toujours être là, qui va me faire perdre peu de points. À la Davydenko. Ouais, j'ai plus trop d'images de Davydenko, Ah, le mais bon vieux Nicolas, quand même. Bon, on va conclure sur l'année à venir. On a parlé du passé. Mais en 2026, donc tu vas être tête de série à l'Open d'Australie. Ça, j'espère, c'est pas encore sûr. normalement, Il y a ça va encore dépendre il y a encore des la premières première semaines, mais semaine. en principe, ça En sera le principe, cas. ouais, ça. Donc ça, si c'est le cas, ça te donne quand même une sécurité pour les premiers matchs. Quel est ton objectif? Alors je sais que c'est compliqué de donner un objectif pour la fin de saison 26, mais déjà les 6 premiers mois, tu auras quasiment pas de points à défendre. Mhm. Donc tu peux encore exploser au classement. Même les 10 premiers mois. Voilà. Donc quel est ton objectif pour 2026? Bah, c'est vrai on a fait le point, on en a parlé, et c'est pas facile de poser des objectifs quand on passe à un classement pareil. Quand t'es 200e, c'est très facile, hein, t'as un Ouais. objectif, t'as ce numéro 100 dans la tête que tous les joueurs ont, top 100. Mais moi, j'avais plus ce chiffre 50. Moi, c'était top 50, pas Ouais. plus que le top 100. Parce que je sais que si t'as top 50, tu passes quand même dans une autre dimension, comme tu parles de rentrer dans tous ces tournois dans le tableau final directement. Bah, je me suis donné la chance de finir l'année 31e. Et c'est plus des petits objectifs. Voilà, j'aimerais vraiment regagner un tournoi. Que ça soit juste un ATP 250. Hein, Oui. j'aimerais bien regagner un tournoi. Euh, gagner un premier match en Grand Chelem. Parce qu'au final, voilà, gagner un match dans le tableau final de Grand Chelem, ce serait déjà une chose de faite. Alors qu'évidemment, si je passe le premier tour en Australie, je vais pas m'arrêter là. Mais c'est des petites choses comme ça. Aller chercher, voilà, si j'ai envie d'aller plus loin, évidemment, aller chercher une deuxième semaine en Grand Chelem, pourquoi pas. Est-ce que c'est trop tôt? J'ai une première année comme ça, je sais pas, ça, le futur dira. Il y a des autres petits objectifs drôles que je me suis donné avec mon coach physique. Moi, je suis comme je disais, je suis un fan de tennis et
presque toujours en Grand Chelem, presque toujours préféré regarder je regarde les scores et 4 partout au 5e, 4 heures de match contre deux mecs 80e. Je vais me mettre sur ce match, même si Sinner ou Alcaraz joue. Je vais aller regarder ça parce que pour moi, c'est ça aussi le tennis. Et je lui dis, bon, si je peux gagner un match en 3-7, je le ferai. Mais par contre, j'aimerais bien gagner un match de fou en 4h30, en 5-7, n'importe où. Un truc de fou. Tu vois, c'est les choses dont j'ai regardé le tennis et voir un peu comment ça fait, des petits trucs comme ça. Même si je sais que ça peut un peu me mettre des bâtons dans les roues pour les tours d'après, mais voilà, on verra. C'est des choses pareilles, évidemment. Après, certains tournois par rapport à d'autres, hein, Monte Carlo, je fais pas de dessin, ça c'est sûr. Mais on s'est jamais trop mis d'objectifs. Et Benjamin, mais par contre, c'est vraiment des objectifs de jeu, de tennis, d'entraînement, qui, en fait, il y a tellement de tournois que si tu te mets des objectifs, c'est difficile. Oui, puis je pense que l'avantage, c'est que tu n'auras pas de pression, parce que tu as le droit de passer à côté d'un, deux, trois tournois. Tu n'as pas forcément d'impératif. Non, c'est vraiment essayer de... S'il y a par contre, voilà, si je sens qu'il y a une bonne semaine à faire, comme j'ai toujours dit, c'est pas d'aller faire quart de finale, c'est essayer d'aller passer toujours un tour en plus. C'est maintenant, de nos jours, avant, je jouais pour 5, 10, 20 points, et maintenant, je vais jouer pour 50, 100, 200. Et je crois que j'avais 250 points au moment d'arriver à Shanghai, et donc on verra combien j'ai de points au moment où j'arrive à Shanghai. Tu parlais de ton équipe pour 2026. Ça va aussi te permettre de voyager avec une équipe peut-être plus large, plus régulièrement. Tu as réfléchi aussi à ça pour l'année prochaine? Si quelque chose marche, pourquoi le changer? Donc non, il n'y aura pas énormément de changements dans mon équipe. Par contre, oui, il y aura un peu plus de monde avec moi dans les différents tournois, ça c'est sûr. Après, c'est pas parce que je suis arrivé là que je me suis dit, ouais, c'est bon, je prends tout le monde à plein temps, de partout, tout le temps, machin. Si ça a aussi marché au final avec Benjamin, on est arrivés tous les deux au moment où je suis rentré dans le tournoi, comme j'allais partir pendant longtemps, ma copine m'avait rejoint. Mais on est arrivés tous les deux et au final, on a poussé jusqu'à la fin. Et il y a aussi un truc aussi qui va être très sympa à dire aussi, mais j'ai regardé beaucoup Hugo et Romain être sur eux en double. Ça fait maintenant toutes ces années qu'ils sont sur le grand circuit à les regarder. Et à Shanghai et Paris, sur mes 2 tours de qualif et sur mes 2 premiers tours face à Djéré et Bublik, Romain est là dans le box tout le temps. Il fait sa programmation autour de mon match. À Paris, je devais jouer le double avec Romain. On est rentré en alternate en se positionnant en tête de série numéro 1 en prenant leur place. Et en tant que coéquipier et pote magnifique, quand j'ai battu Arthur en 3 heures de match, m'a dit mais va pas te mettre le double dans les pieds, on s'enlève. Et par contre, moi je reste parce que voilà, je kiffe le tennis et te voir là, c'est fou. Donc je vais les retrouver dans tous ces tournois. Donc ça fait, on va dire, entre parenthèses, des personnes de l'équipe aussi sur qui s'appuyer. Et donc qui fait que peut-être que Guillaume voyagera peut-être un peu plus avec eux. Ça fait un peu des personnes de l'équipe un peu éloignées, mais c'est l'équipe de Coupe Davis, c'est on va dire ma deuxième famille. Donc il y a des endroits où on pourra se trouver à beaucoup. Sur les 3 semaines en Australie, on sera là-bas tous ensemble et ça va être des moments géniaux. Presque toute l'équipe de Coupe Davis qui va être reformée. Et d'ailleurs, on se retrouvera pour la Coupe Davis contre le Kazakhstan en février, début février, me semble. Malheureusement là-bas. Tu vas aller battre une deuxième fois public. Ouais, je pense qu'il va m'attendre. Merci Valentin en tout cas pour cet entretien, ton authenticité, ta disponibilité. Comme d'habitude, merci pour tout. J'ai une dernière question avant qu'on passe à la suite. C'était le premier épisode des Thierry dans les yeux 2. Quel invité peux-tu nous recommander pour le 2e épisode? C'est quoi les sports phares? Toi. Dis-nous qui tu vois bien à ta place. Quelqu'un à Monaco quand même. Ouais, ça soit plus simple. Ouais. Je vais faire un petit peu authentique. Ouais. J'adore le vélo. Je sais que ça suit beaucoup le vélo ici. Mais je dirais Victor Langelotti. Ouais, on l'a déjà reçu. C'est vrai? Mais je note, on l'a déjà reçu il y a 2-3 ans. Mais je note et on retrouvera peut-être Victor dans une prochaine émission. Merci Valentin, à très bientôt. De rien.